Bonsoir messieurs, dames, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Alors une petite précision, je ne suis pas de Lyon, je viens de Grenoble. Donc à l'échelle de Nantes, c'est peut-être un peu pareil. À l'échelle de Rhône-Alpes, on fait la différence. Donc voilà. Bon. Je fais mon autocritique. Donc je suis Vincent Carrier, je suis responsable commercial dans l'entreprise Poma. Poma, c'est pas exactement un cabinet. Poma, c'est un constructeur de remontées mécaniques, de transport par câble en général. Il y en a 3 dans le monde principaux. Nous sommes le français, il y a un autrichien et il y a également un italien. Voilà. Donc je vais vous présenter différents éléments. Je vais essayer d'être aussi précis dans des explications pas trop techniques, mais on va essayer de faire passer le message et faire bien comprendre le fonctionnement et les différentes applications urbaines. On va commencer par quelques chiffres. Aujourd'hui, vous avez là les implantations de toutes nos installations dans le monde. Depuis les années 40, c'est 8000 installations dans 80 pays. Ce que vous voyez là, ça donne aussi également une bonne idée de la répartition des types d'appareils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, à peu près tout constructeur confondu, 50% des équipements sont des équipements neige. Principalement, on va dire peut-être un petit peu tourisme, mais principalement neige. Ce que vous trouvez en Asie sont des équipements tourisme. Quand je vais parler de tourisme, c'est-à-dire que vous avez un appareil, un téléporté, on va dire plutôt une télécabine, qui va d'un point A à un point B et qui va permettre d'élever les gens ou de les transporter sur un bras de mer pour les amener à un lieu touristique. Ça peut être un temple en Asie et aujourd'hui, par exemple, une grosse partie des appareils qui sont construits là-bas sont sur ce modèle économique d'amener les gens, des touristes, vers un temple généralement, un peu dans la montagne. Et là, le business model est très performant, c'est-à-dire que des gens réinvestissent et amortissent très rapidement leurs installations comme ça. En Asie, il y a également un peu de neige, en Chine notamment, et en Corée. La Russie, là, on a également un peu d'urbain, un peu de franchissement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là où on trouve aujourd'hui le plus d'équipements urbains, c'est l'Amérique du Sud, qui est très en pointe, et là je vous en parlerai également. L'Amérique du Nord, on est plutôt dans de la neige. L'Afrique, c'est rien, mais c'est un tout petit chiffre, mais pour nous c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'exclusivité de l'exploitation et de la construction de tous les appareils en Algérie qui ont été faits et qui vont se faire, et là on est également dans de l'urbain, urbain combiné un peu du tourisme, mais on va dire principalement urbain. On y va. On va présenter à travers un peu la chronographie des choses, l'évolution des technos, l'évolution des appareils, et vous allez comprendre également un petit peu ce vers quoi on va avec le transport par câble. Alors ce qui est dans la partie supérieure, c'est le téléporté, c'est-à-dire là on est en hauteur. Ce qui est dans la partie inférieure, là on est plutôt sur un mode de transport au sol. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet aujourd'hui, mais bon, c'est quelque chose qui existe. L'apparition du transport par câble, c'est le cable car à San Francisco, on le voit à la télé. Eh bien, il faut savoir que sous ces bus, il y a un câble qui passe dans la route, et puis on l'embraye, on le prend ou on ne le prend pas, et c'est comme ça que le véhicule démarre. 1873, c'est également, on va dire, entre 1850, c'est l'apparition effectivement aussi du câble dans le transport de matériaux, partout dans le monde, en France également. 1936, c'est la fondation de l'entreprise Poma par Jean Pomagalski, qui est l'inventeur du téléski débrayable. Alors voilà, si vous allez au ski, vous vous souvenez peut-être d'un téléski qui démarre un peu vite, qui donne un coup, un tire-fesse, eh ben c'est lui qui l'a inventé. Et c'est comme ça qu'il a fondé au départ l'entreprise Poma. Première date importante, c'est Nouvelle-Orléans, c'est une exposition universelle, où on a déjà le franchissement du Mississippi. On va dire que c'est un appareil qui est resté anecdotique, qui n'existe plus, mais ça a été, on va dire, le premier franchissement, 1984. Medellín, c'est un point très important. Medellín, c'est le premier transport urbain intermodal qui a existé et qui, pour nous, continue, perdure. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est Medellín, vous connaissez, c'est en Colombie. Alors j'en parle quand même parce que
De loin, on se moque un peu. Hein. Medellín, c'est... Hein, voilà. Il faut savoir que l'administration et l'État à Medellín n'a rien à envier avec vos administrations et notre État. Leur service d'exploitation du métro de Medellín n'a rien à envier à la RATP. On est face à des gens très compétents, des marchés publics rigoureux et un endroit où ça rigole pas trop quand même, quoi. Je suis sur le transport au sol. J'en parle là, Détroit Airport. On est dans des principes de transport, on va dire, de navette. On n'est pas on concurrence pas dans ce cadre-là les tramways. Hein. On est dans des modes plutôt de navette en site propre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec ce type de dispositif, rouler sur une avenue. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être plutôt en hauteur sur des guidages propres, on va dire, où des personnes ne peuvent pas circuler. On continue dans l'évolution. Maokong Taipei, pour nous, c'est également l'exemple d'un appareil urbain, de transport urbain, hyper connecté, avec de multiples gares, on en parlait tout à l'heure, qui permettent du coup de faire un cheminement. J'expliquerai un peu pourquoi et comment ça fonctionne. New York, ça c'est emblématique pour nous, c'est la reconstruction d'un téléphérique qui existait déjà, c'est le franchissement de l'Hudson à Roosevelt Island. Il y avait déjà un téléphérique qui existait, on le voyait dans un James Bond. Et ben, on l'a reconstruit, on l'a piqué à nos concurrents autrichiens et on l'a reconstruit en 2010. J'y reviendrai également, on le précisera. Rio de Janeiro, après Medellín, c'est la deuxième très grosse référence urbaine, où, comme à Medellín, on est connecté au métro, et comme à Medellín, on a l'intérêt de pouvoir irriguer des quartiers qui, auparavant, n'avaient pas de transport, n'avaient pas de moyens de transport en commun. Donc, comme à Medellín, Rio s'est inspiré de ça pour apporter un lien social, c'est un terme un peu général, mais de ramener les enfants à l'école, de donner du travail aux gens qui étaient dans des favelas et où il était impossible de construire au sol des équipements publics de transport. Nijni Novgorod, c'est en 2012, c'est le franchissement de la Volga. On va dire que c'est le premier franchissement de la Volga. On a aujourd'hui pas mal de projets à venir sur la Volga qui sont là à un franchissement important. Je donnerai tout à l'heure également quelques chiffres. On termine par l'Algérie, puisque là c'est la signature et la création d'une entreprise commune où on va développer en commun avec l'État algérien tout le transport par câble à Alger, en Kabylie, enfin dans tout un tas de régions. Et là également, il y a une notion de développement social pour l'entreprise. On est en JV, c'est-à-dire qu'on est à 49,51, mais le patron de cette entité, le patron opérationnel, est un Français, est un Poma. Je termine sur la fresque du Miami. C'est le dernier transport que l'on fait en aéroport. Donc si vous allez à Miami, vous prendrez une navette qui est une navette Poma. Voilà. J'ai oublié de le dire, mais Poma, c'est 600 personnes en France. On est principalement implanté en Rhône-Alpes. Donc nos usines sont en Rhône-Alpes et on est présent dans le monde entier. Alors je vais un peu vous présenter certains avantages, puisque M. Chevalier tout à l'heure a parlé du câble. Je vais le présenter à ma façon, et avec les avantages que nous mettons en avant. D'abord, le câble permet une multimodalité, c'est-à-dire que vous le voyez là à Medellín, vous voyez la ligne centrale du métro, et là vous voyez les 3 premières branches qui ont été petit à petit construites, et aujourd'hui nous avons la commande pour la 4e et la 5e tranche de nouveaux métrocâbles. Ça s'appelle le métrocâble là-bas. Donc ça veut dire qu'ils nous font confiance, qu'ils continuent, et ça veut surtout dire que c'est un principe qui fonctionne. Medellín est une ville où il y a du franchissement, de la favela, et également la volonté d'aller dans des quartiers, d'irriguer des quartiers et de donner une valeur foncière à des quartiers qui n'en avaient pas auparavant. Donc c'est pas uniquement de la favela, c'est surtout irriguer des zones montagneuses qui jusque-là n'avaient pas vraiment d'intérêt et pour lesquelles l'équipement était coûteux. Par rapport à notre monde historique de la neige, il
faut savoir qu'aujourd'hui, une installation comme Medellín, c'est l'équivalent de 5 ans d'un appareil dans la neige. C'est-à-dire qu'en une année, vous faites fonctionner l'appareil 5 fois plus qu'un appareil de la neige. Donc c'est aussi pour nous, ça a été aussi dès la construction du premier appareil de Medellín, l'opportunité de rentrer de plein pied dans le monde de l'urbain et d'annoncer des taux de disponibilité et de les valider, des taux de disponibilité de l'ordre de 99,8%, qui sont des taux de disponibilité que vous avez dans tous les types de transports urbains. Alors le câble, on situe là le câble par rapport aux autres modes de transport. Le câble va être adapté pour des débits, on va dire entre 5000 et 10 000 personnes-heure. Le modèle idéal, enfin, l'appareil idéal est une télécabine, enfin, on peut dire qu'on a deux types d'appareils. En télécabine 10 places, qui est pour nous le principe qui s'impose un petit peu dans le monde urbain du transport en monocâble, j'expliquerai un peu tout ça, c'est la télécabine 10 places. Une télécabine 10 places peut aller à 4000 personnes-heure. C'est un mode de fonctionnement classique. La longueur, là, elle est en fait liée un peu à la boucle de câble. C'est-à-dire qu'une boucle de câble va pouvoir facilement permettre de parcourir 3, 4, jusqu'à 5 km. Une boucle de câble, c'est ça. Hein. Si vous voulez aller au-delà et faire un parcours, il faudra créer différentes boucles de câble. Donc ça veut dire que, on va dire ça, c'est une fausse limite. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, c'est le cas de Taipei, de Maokong, c'est le cas de Maokong, on peut aller bien au-delà en cheminant, en prenant des virages par des gares intermédiaires, en créant des boucles de câble différentes. Donc on le voyait tout à l'heure dans un des schémas à Nantes. On peut imaginer faire une première boucle de câble et puis 2, 3, 4 ans après, faire une autre boucle de câble, irriguer dans un autre sens et créer ainsi un parcours et un réseau de téléportés. Puisqu'il y a la notion, effectivement, la notion d'extension du réseau, ça c'est tout à fait faisable. Il y a également une notion que je voudrais dire aujourd'hui, il y a aussi la notion d'augmentation de débit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter un appareil qui a un débit de 2000, 3000 personnes-heure, et puis par l'ajout de cabine, ça marche ? Par l'ajout de cabine, oui je parle fort en plus, par l'ajout de cabine, l'augmenter dans le temps, c'est-à-dire que l'appareil a été dimensionné pour un débit donné, mais devant le succès, vous pouvez augmenter le débit, ce qui permet aussi de retarder ou décaler l'investissement. Enfin, l'investissement majeur est fait dès le départ, on est bien d'accord, mais on va dire que l'ajout de cabine peut se faire ensuite dans le temps, ça se fait tout à fait dans la neige, ça. Alors, je termine sur le mode de transport au sol, pour que vous compreniez un peu le plus intéressant, c'est celui qu'on développe aujourd'hui dans ce qu'on appelle les people movers, c'est-à-dire les navettes d'aéroport, ou par exemple à Pise. Si vous allez à Pise, vous découvrez bientôt un people mover entre un parking et la tour de Pise. C'est qu'on est sur un coussin d'air, on crée un coussin d'air à partir d'une base béton. Vous avez une dalle béton, un cheminement béton que vous créez. Le train est autonome, il se soulève sur une fine lame d'air et il se déplace ainsi. Et le câble est l'élément tracteur, c'est-à-dire qu'il va venir s'accrocher sur un câble qui court et c'est le câble qui va venir le faire avancer. Hein. Les pneus, les faire, ça, là on est plus dans des funiculaires ou ascenseurs inclinés, on est dans des choses qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Alors, les trois principales utilisations et fonctionnements du câble aérien, du téléporté. C'est le mode de va-et-vient, c'est celui qu'on a à New York, c'est-à-dire que vous avez un, deux ou plusieurs véhicules qui vont faire un sens de va-et-vient synchronisé ou pas, mais on va dire que dans le schéma là c'est synchronisé, c'est un même câble qui va les faire bouger alternativement d'une gare vers l'autre. C'est un système qui peut être intéressant, économique, mais qui, dès qu'on va vouloir avoir du débit et de la capacité, va nécessiter de mettre des grosses cabines. Donc là, on va assez rapidement augmenter en prix pour un débit qui restera toujours un petit peu limité. Le mode pulsé, c'est un principe qui
qui s'applique également un peu en neige, mais qu'on n'utilise pas vraiment en urbain, c'est-à-dire qu'on regroupe les cabines par train, et puis, tant qu'on n'est pas dans les gares, ça roule, et dès qu'il y a un train qui se présente dans une gare et donc à l'opposé, on ralentit pour que les gens montent ou descendent au passage des cabines dans le train. Si vous avez été à Grenoble dans les bulles, les fameuses bulles de Grenoble qui sont un peu le symbole de la ville, c'est des fonctionnements qui sont comme ça. Et puis enfin la télécabine, qui est sur un mode de monocable. Je vous disais que c'est celui auquel on croit le plus. C'est en tout cas l'équipement le plus standard, le plus simple, qui fonctionne, où on est dans des... Aujourd'hui, le marché semble aller vers des cabines 10 places. J'ai vu dans des documents des notions de cabine 15 places. Pourquoi je dirais pas 15, mais plutôt 10? Parce qu'au-delà, vous avez des sauts technologiques liés à la pince débrayable, des sauts technologiques qui font que on doit mettre des équipements différents, bien plus coûteux, pour un débit qui n'a pas forcément plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, sur des débits de 3000, 4000 personnes-heure dans chaque sens, hein, quand je parle de 3000, 4000 personnes-heure, c'est dans un sens et dans l'autre en combinant, on est plutôt sur ces principes de cabine 10 places. Alors la performance, effectivement, on va rouler en moyenne à 6 mètres par seconde. C'est la vitesse maxi autorisée en monocable. Ça peut aller jusqu'à 12 mètres par seconde sur un téléphérique comme ça. Ça veut dire que vous avez, par exemple, à 4000 personnes-heure, environ toutes les 8 à 9 secondes, une cabine qui passe, une cabine 10 places qui passe devant vous. Je reviens sur une explication, enfin un point tout à l'heure souligné. Vous évacuez 100 personnes en 1 minute 30. Donc, on peut considérer que c'est de la queue d'attendre 1 minute 30, que c'est une file d'attente, mais vous videz un tramway, il y a des gens qui avancent plus ou moins vite. On va dire que le remplissage des cabines qui avancent en permanence, qui se présentent en permanence, ne va pas forcément, je pense, créer une sensation d'attente très longue, 1 minute 30. Je pense que par rapport à la fréquence d'un tramway, on n'est pas tout à fait là-dedans. La capacité de franchissement, alors évidemment, voilà, on y est, c'est pour ça que je suis là ce soir, peut-être. On a cité ici trois exemples de franchissement. Ça, c'est Nijni-Novgorod. On est sur la Volga. La portée de traversée de la Volga, c'est 880 mètres. C'est-à-dire qu'entre les deux pylônes qui traversent la Volga, la plus longue portée, c'est 880 mètres. On est sur un appareil qui a un faible débit, on va dire, 1000 personnes-heure. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est. On a là-haut Vinpearl, c'est au Vietnam. Vinpearl, là on n'est pas dans de l'urbain, on accède à une presqu'île touristique, un parc de loisirs. Mais là on est en pleine mer. Et c'est pour vous donner un petit peu l'idée d'une implantation de ce que ça peut donner et de ce qui est faisable en pleine mer. Là on est sur Yoshu en bas. Yoshu, c'est la dernière réalisation, on va dire, de franchissement. On est sur un débit de 2000 personnes-heure, on est en Corée. Voilà, c'est l'un des derniers appareils qui a été inauguré dans ce type d'appareil. Et là, évidemment, c'est New York. Alors New York, c'est un petit peu particulier. Donc c'est un téléphérique, c'est-à-dire qu'on roule sur 2 câbles porteurs. Là, on n'est pas en monocable comme ici. Là, vous voyez, on est en monocable, c'est-à-dire que la pince est sur un seul câble. Là, on est sur un principe de téléphérique. On a 2 câbles qui sont porteurs, c'est-à-dire qui sont tendus de part et d'autre de la rive, et on a un câble tracteur au milieu qui, lui, est en liaison avec les moteurs. À New York, on est les derniers à fermer quand il y a la tempête de neige et on est les premiers à ouvrir quand il y a la tempête de neige. À New York, il faut savoir que c'est nous qui faisons la maintenance de l'appareil. Ce n'est pas nous qui vendons les tickets, mais c'est nous qui faisons la maintenance de l'appareil. Évidemment, des tenues au vent exceptionnelles. Vu la largeur de la voie, vous imaginez les tenues au vent. Je n'ai pas parlé des tenues au vent. Aujourd'hui, une télécabine en montagne, puisque c'est là que les spécifications de vent sont les plus importantes, on est entre 22 et 25 mètres par seconde. En exploitation. Hein. En exploitation. Une capacité étendue, oui. Aujourd'hui, le Medellin, puisque c'est l'appareil qui donne le plus de recul,
Aujourd'hui, on transporte à peu près 1 million de personnes par mois, c'est-à-dire que ce sont des appareils, par exemple à Medellín, où on est sur des débits de 2400-2800 personnes-heure. Ça veut dire qu'on va transporter à peu près, sur l'amplitude horaire, une vingtaine de mille de personnes par jour, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça commence à faire pas mal. Je le redis, Medellín, les taux de dispo sont de 99,8. On est engagé également vis-à-vis de l'exploitant là-dessus, quoi. Disponible, fiable, voilà, 99,8. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors l'accessibilité au public, c'est un point très important pour vous, mais pour nous aussi, partout où on est, en montagne et comme en urbain. C'est l'accès au PMR, c'est l'accès au vélo, puisque vous parliez de modes doux, il faut aussi parler des modes doux pour les PMR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une cabine, on rentre facilement et largement un fauteuil roulant. On peut rentrer facilement aussi 2 vélos. Là, sur cette cabine, on est sur une cabine, il me semble, 10 places assises. Donc 10 places assises, c'est 5 personnes. 5 personnes avec un espace d'à peu près 500 mm. Ça vous donne la place que vous avez pour rentrer un vélo. Donc vous rentrez facilement un vélo. Aujourd'hui en montagne, par exemple, des exemples de stations qui utilisent énormément le VTT l'été, c'est leur business model sur l'été, utilisent de plus en plus le remplissage des vélos dans les cabines. Donc là, il y a un exemple avec un vélo qui est en position été, là on est dans une station, hein, avec un vélo qui est mis sur une porte. Bon, c'est plus que les clients préfèrent les mettre dehors parce qu'ils sont très 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 sales quand ils viennent faire du VTT. Donc c'est plus pour ne pas les salir. Mais aujourd'hui, vous rentrez facilement. On est là sur des vitesses de défilement de l'ordre de 0,2 à 0,25 mètres par seconde. Ça veut dire que votre cabine, elle avance. C'est une grosse préoccupation en neige. Donc en urbain, c'est beaucoup plus facile quand vous n'avez pas les skis à porter et pas les chaussures aux pieds de vos enfants, de la famille et tout ça. Ceux qui pratiquent les cabines d'hiver le savent, c'est toujours un petit peu embêtant d'embarquer. Bon, en ville, c'est plus facile, on est en chaussures, mais on est donc sur des vitesses de défilement au marchepied qui sont très très lentes. Au niveau des cabines, donc on est évidemment présent dans des pays chauds, des pays tropicaux. Aujourd'hui, les cabines sont ventilées. Il peut exister des modes avec du refroidissement, du rafraîchissement. Bon, c'est pas le cas pour vous. On peut également équiper les cabines de communication, de radio. Il peut y avoir un appel, il peut y avoir la réception d'un message. Tout ça, ça fonctionne. Il peut y avoir un éclairage. On peut fonctionner la nuit. Tout ça, ça existe et ça fonctionne. Alors ça, c'est un point important. C'est un point très important. Aujourd'hui, on construit à 2500 mètres d'altitude, on construit une télécabine en 5 mois. C'est notre quotidien, on va dire, c'est notre cahier des charges de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en montagne, on prend une commande au mois d'avril. À Noël, l'appareil est réceptionné et il tourne, il est ouvert au public. Alors, appliqué dans l'urbain, c'est pour ça que je distinguerai par rapport aux slides qui ont été proposés précédemment. On va distinguer dans le temps de réalisation, j'aimerais bien qu'on distingue le temps d'instruction et le temps de chantier. Aujourd'hui, un temps d'instruction, là ça peut être long. En France, dans la neige, un temps d'instruction, c'est 1 an, 1 an et demi, avec enquête publique, avec étude d'impact. Mais parfois, nous, on reçoit la commande en avril et ça tourne à Noël. Alors, je ne veux pas dire que ce serait plus facile en urbain, mais oui, ça serait vraiment même plus facile en urbain. Ce qui n'est pas négligeable en urbain et que nous n'avons peut-être moins dans la neige, c'est l'intégration paysagère, l'intégration architecturale. Effectivement, après, tout va dépendre de ce qu'on va mettre autour de la remontée, autour du fonctionnel. Et effectivement, là, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que couler le béton, si on est lié également à un tramway, à un métro, c'est un petit peu plus de temps. 4 mètres carrés, c'est l'emprise du chantier d'un pylône en ville. Alors, pour avoir vécu, nous, à Grenoble, les chantiers du tramway, pendant 2 ans et demi,
qui ont fait fermer les commerces, qui ont quand même posé certains problèmes. Aujourd'hui, un pylône, par exemple, couler le massif d'un pylône, ça prend une semaine. On le pose en une demi-heure. Ça veut dire que le problème est réglé en un rien de temps. Aujourd'hui, monter les gares d'extrémité, on monte les gares d'extrémité en 2 semaines. C'est fait en montagne. En montagne, on est capable, on l'a fait à Avoria par exemple cette année, on a levé 4 gares en 1 semaine, mais ça avait pris auparavant 2 semaines de travail. Donc ça, c'est quand même un point important, c'est la durée des chantiers et l'impact pour les riverains, l'impact du chantier sur les riverains. Et puis une installation, c'est fait pour vivre 30, 40, 50 ans. On a aujourd'hui des appareils en montagne qui ont été inaugurés dans les années 71, même avant 70. Bon, je dis pas qu'il faudrait pas qu'ils s'en occupent un peu, mais qu'ils les changent. Mais enfin là, ça commence à faire. Aujourd'hui, sur des appareils modernes, voilà, on est sur des durées de vie au moins de 30 à 50 ans, avec des technologies, on va dire, vertes, puisqu'on utilise du courant. On n'utilise pas beaucoup d'huile. On a cité l'énergie solaire. Aujourd'hui, il est illusoire. Je ne vais pas vous dire qu'on alimenterait un moteur de remontée mécanique avec du solaire. Il y a des études qui ont été faites. C'est faisable, mais enfin, il faut quand même des panneaux solaires. Il en faut quand même un paquet. Mais on va dire que des fonctions qui sont embarquées sur la cabine peuvent être solaires. Ça, c'est tout à fait faisable. L'intégration paysagère, ben ça on la pratique tous les jours, on la pratique à Rio, on la pratique dans le monde entier. À chaque fois en Asie, à chaque fois qu'on fait un appareil, il faut s'intégrer dans un bâtiment. En Asie, on est généralement dans une pagode. Là, on est dans des bâtiments ultra-urbains. Voilà, c'est autour de ça c'est dans ces choses-là qu'on rentre. Alors un petit détail sur les types de contrats, c'est vrai que 80%, 90% de nos contrats, nous, sont des contrats de construction. Mais petit à petit, à l'image de ce que je vous ai dit en Algérie, à l'image de ce qu'on fait à New York, à l'image du dernier marché qu'on a pris en Amérique du Sud, qui est une concession complète, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vendre les tickets, qui allons exploiter l'appareil, qui avons un contrat avec le concessionnaire pour faire la totalité de l'exploitation, comme vous le faites aujourd'hui, par exemple, pour un parking. C'est nous qui faisons l'équivalent de ce que fait peut-être Vinci pour un parking au Pérou. Je ne veux pas dire que c'est très courant, on va dire que c'est le début de ce que sera notre avenir probablement dans le monde entier, ça. Bon, ça c'est pour dire que Poma, on n'a évidemment pas uniquement la construction, on fait également tout ce qui est service, puisque les appareils, on les suit pendant les 30 et 40 ans qui suivent. Voilà, je vais vous présenter quelques exemples. Donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est New York. La particularité de New York, c'est que ce n'est pas un téléphérique va-et-vient tout à fait, au sens où on le voit des fois en montagne. Non, c'est que les 2 voies sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut fermer une voie et exploiter sur l'autre pour des raisons de maintenance ou pour des raisons de fréquentation. On peut décider, on est complètement indépendant. Ça, c'est New York. Bon, ça, Alger, c'est des choses plus classiques. Vous avez là Rio. C'est pour illustrer un petit peu vous voyez ce qu'on expliquait tout à l'heure, un petit peu le parcours, c'est-à-dire que des gares intermédiaires où vous n'êtes pas obligé de descendre, vous pouvez rester dans la cabine, vous permettent de prendre des angles. Donc là, on n'a pas autant de boucles de câbles, hein. C'est-à-dire que là, c'est la même boucle de câble, mais on a là des exemples de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut déployer. Nijni, bon ça j'y reviens pas, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est dommage parce que j'ai pas d'illustration du réseau de Taipei, mais on est un peu dans le principe de Medellín. Enfin, Medellín est très central. C'est que Medellín, vous avez un métro central et après vous avez tout un tas de branches qui partent du centre. Medellín, c'est des appareils donc à 2800 et 3000 personnes-heure dans les 2 sens. Là ici, Maokong, c'est 2400 personnes-heure dans les 2 sens. Bon, ça donne une idée de l'implantation au sol, de ce qu'occupe une gare de téléportée. C'est 25 mètres au sol, enfin 25 mètres. C'est sur 2 appuis, et puis ça vous prend 25 mètres.
Voilà. On est sur 2 appuis. L'appui principal, il est là, c'est là où il y a le plus de béton. Ça occupe cette place-là sur à peu près, on va dire, 8 mètres, 10 mètres de large. Puisque là, il faut compter qu'il faut quand même des quais autour de ça, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les projets urbains, ça c'est la représentation d'une gare, on va dire, autonome, seule. Dans les projets urbains, généralement, on a vu Nijni, c'est un peu à part, mais ailleurs, partout ailleurs, elles sont intégrées dans des bâtiments. Donc dans le coût, on va parler du coût tout à l'heure, dans le coût, effectivement, c'est un élément du coût, mais le bâtiment est un élément très important du coût. Donc ça peut faire très vite varier les valeurs et les montants de marché, quoi. Voilà, des exemples d'intégration en hauteur. Bon, ça c'est par exemple, ça c'est un exemple du projet Tizi Ouzou en Algérie dont une des gares sera comme ça. Le véhicule. Alors le véhicule, pour faire simple, donc en urbain, on est en 10 places assises. Un véhicule, il se décompose entre une zone d'habitation. Vous avez là des portes qui s'ouvrent automatiquement en gare, qui se ferment automatiquement en gare. Et puis là, la pince, qui est une pince détachable. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais s'il y a des gens qui veulent avoir des informations tout à l'heure, je serai tout à fait d'accord pour leur donner. Alors, on parlait de réglementation. La réglementation du transport en France, elle est aujourd'hui, bien sûr, majoritairement appliquée en montagne. Les gabarits, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut se situer et on prend en compte les charges maximum avec les freinages. C'est-à-dire que dans le cas d'un freinage d'urgence, la portée du câble va un peu se creuser, donc on prend en compte effectivement la flèche et la position la plus basse qu'aura la ligne au moment d'un freinage. Ligne chargée, enfin toutes les conditions maximum. Donc il faut par rapport à un obstacle mobile être à 4 mètres. Et par rapport à des immeubles, il faut être à 8 mètres ou à 20 mètres. Si on n'est pas dans ces valeurs-là, il faut équiper les immeubles de détection incendie et relier leur centrale incendie à l'appareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut construire en dessous de ces gabarits-là, mais il faut qu'il y ait une liaison avec une détection incendie du bâtiment et le report de l'information sur la remontée mécanique. Pour qu'en cas de feu, il y ait une décision qui soit prise de ne plus... donc là, c'est scénario catastrophe. Hein, de ne plus charger des gens, de ne plus faire monter des gens et de vider la ligne. Voire même de continuer à la faire tourner, mais à vide. La réglementation en termes de survol, on en a parlé un petit peu. Les représentants de notre profession étaient à l'Assemblée nationale le 2 décembre. Les choses vont évoluer un petit peu. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'est la loi, dans nos montagnes, c'est la loi montagne qui s'applique. C'est-à-dire que sur les appuis, sur les gares d'extrémité, le maître d'ouvrage doit posséder le foncier. Hein, ça, il faut qu'il, d'une façon ou d'une autre, possède le foncier des ouvrages de ligne, hein, des pylônes, et puis des gares d'extrémité. Et aujourd'hui, le survol des terrains qui ne lui appartiennent pas sont régis par la loi montagne. Et en gros, il a le droit de les utiliser, il a le droit de les survoler. Donc ça n'existe pas dans l'urbain aujourd'hui. D'après les informations qu'on a, d'après ce qui nous a été dit, par décret, ça pourrait évoluer et ça pourrait permettre ce genre de choses également dans des applications urbaines, assez rapidement. Donc ça, c'est des choses qui sont dites en commission, qui sont dites... Maintenant, vous dire que ça va être appliqué, c'est des choses qu'évidemment nous suivons de près, puisque les autorités... En France, pour comprendre l'organisation du transport par câble, il y a une autorité régalienne qui s'appelle le STRMTG, qui est l'autorité qui fait les normes et qui se charge de vérifier que ces normes et ces règlements sont appliqués. C'est-à-dire que tout exploitant en France d'une remontée mécanique est surveillé par le STRMTG qui, tous les ans, sur chaque installation, va vérifier que l'exploitant a vérifié ces règlements. Donc, ce STRMTG est dépendant du ministère du Transport. C'est lui qui, en ce moment, effectivement, essaie de modifier les choses pour qu'en France, le transport par câble en urbain soit facilité. Parce que tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça n'existe pas en France dans l'urbain.
Ça n'existe pas. Je vous ai parlé d'un truc qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que même le cas de Brest, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc des vrais projets de transport urbain, il n'y en a pas, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de raisons pour lesquelles il n'y en a pas. Et on aimerait bien que ça change, parce qu'en tout cas, c'est un sujet très à la mode, le transport par câble. C'est à la mode. Bon. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Alors, c'est de la philosophie, on pourra en parler, mais là, je peux... J'évoque un dernier point, parce que c'est pas une question enfin, il n'y a pas de question là-dessus, mais c'est un point important. Aujourd'hui, quand on parle des RM, des remontées mécaniques à la télé, c'est généralement parce que dans les Alpes, il y a eu une évacuation verticale. Donc c'est pour ça que je veux démystifier tout de suite ce truc. L'évacuation verticale, c'est que vous voyez des gens qui sont descendus par les câbles ou par des cordes, ou généralement il y a un hélicoptère qui vient sortir les gens des sièges ou des cabines, parce que l'appareil il est en rideau, il est mort. Enfin, il est arrêté en tout cas. Bon. Ce sont des choses qui existent et qui se produisent, on va dire une fois par an en montagne, on va dire à peu près en montagne une fois par an, sur des installations généralement anciennes qui n'ont pas le niveau de technicité des appareils modernes. Aujourd'hui, les appareils modernes repoussent très très loin la nécessité et le recours à cette évacuation verticale. Et généralement, les appareils qui évacuent vertical à la télé, ils sont sur des dispositifs anciens qui ont 15, 20, 30, 40 ans, qui n'existent que depuis, et qui existaient. Et aujourd'hui, depuis, on va dire 5 ans, tous les appareils qui sont construits en France et dans le monde d'ailleurs, repoussent très très loin le besoin à recourir à cette éventualité de l'évacuation verticale. Malgré tout, parce qu'en export, on fait des appareils un peu... En export en Chine, des fois, vous avez 200, 300 mètres sous les pieds. On n'a pas le droit en France, hein, mais en Chine principalement, vous allez dans des appareils qui s'appellent Washan, vous allez taper Washan, vous allez voir un appareil qui rentre dans la montagne. On est un peu comme dans Avatar, hein, on est dans ces paysages-là. Vous avez ou Tianmenshan, vous tapez Tianmenshan, vous avez 200, 300 mètres sous les pieds. Donc l'évacuation par la corde, elle ne peut pas se faire là-bas. Donc il existe tout un tas de dispositifs pour rapatrier, aller chercher les gens ou rapatrier les cabines et ramener les gens dans un lieu sûr. Donc voilà, la question ne m'a pas été posée, mais je la pose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, évidemment, si on va dans le transport par câble, il ne faudra pas compter sur les pompiers chinois ou les pompiers de n'importe où pour aller chercher les gens et être formés pour évacuer rapidement les gens. Parce qu'en montagne, effectivement, les gens sont aguerris, les sauveteurs sont aguerris, ils s'entraînent tous les ans, ils sont habitués au vide. Ce n'est pas le cas partout. Donc effectivement, nous avons les solutions pour assurer et ramener les gens en sécurité. Bon, on est dans des choses classiques, on l'a déjà vu. J'ai terminé. Vous avez parlé des contraintes techniques et juridiques. Hein. Est-ce que, en fait, ces contraintes techniques et juridiques sont vraiment des freins, je parle plutôt du juridique, des freins au développement du câble en France? Est-ce que c'est ça qui explique? Et alors, au regard de ce qu'a présenté tout à l'heure Éric Chevalier, l'hypothèse éventuellement d'un câble à Nantes, est-ce que je pense pas que vous connaissiez vraiment très bien Nantes, mais comme ça, est-ce que il y a des contraintes qui vous semblent difficiles à surmonter, ou bien est-ce que pour vous c'est vraiment tout peut être dépassé? Alors sur l'aspect réglementaire, j'en ai parlé tout à l'heure. On parlait bien de zones urbanisées. Effectivement, franchir un fleuve, franchir une zone, puisque d'autres projets existent en France, c'est exact, de franchissement de zones ferroviaires, de zones un peu encombrées. Bon, là, les problèmes sont quand même différents. La notion d'urbanisation est réduite. Donc, je parlais tout à l'heure d'évolution des règlements. C'est plutôt vraiment dans les zones habitées, dans les zones construites. Bon, sur le cas de Nantes, oui, il n'y a aucun souci à construire du franchissement de la Loire à Nantes. On le voit bien. Enfin, je pense à travers les exemples qu'on a pu donner dans le monde entier, ça se fait, que ce soit Poma ou les autres. Hein, il n'y aurait pas de souci. De par le vent, de par l'implantation, de par la fréquentation, les débits que j'ai un peu vus exprimés dans les slides, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Enfin, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
Alors une question un peu en prolongement, la question de l'acceptabilité par les riverains, en fait, est-ce que vous avez pu être confronté à ces questions-là? Est-ce que des riverains ont pu compromettre des projets? Et est-ce qu'il y a des moyens de travailler justement à cette acceptabilité? Alors, bon, moi je ne suis pas spécialement présent dans le monde entier. Tous les projets que je vous ai montrés, ce n'est pas moi qui les ai négociés, donc je vais avoir du mal à faire l'historique des choses. C'est sûr qu'en France, le niveau d'acceptation est un peu différent. Quand on s'est implanté à Rio ou à Medellín, on a apporté des choses. On a zéro taux de casse, on va dire, de vandalisme. Les appareils sont très respectés, même protégés. À Rio, ça a été pas facile parce que dès le début du chantier, d'ailleurs, c'est passé à la télé, ils ont envoyé l'armée pour permettre le début du chantier, mais après, ça s'est vraiment réglé parfaitement. C'était vraiment la reprise en main. D'ailleurs, à Rio, ça a été, il y a 4 ans, ça a été la reprise en main de certaines favelas en implantant un appareil, quoi. Alors, on ne va pas le transposer à Nantes. Hein, bon, je sais pas, je ne veux pas donner d'idée. Mais, ça y est, GPS, on dit, il est tard. Donc, l'acceptabilité. Alors aujourd'hui, on travaille là-dessus. On a par exemple sur nos cabines la possibilité d'occulter. Bon, vous avez vu, nos cabines sont ouvertes. On a la possibilité d'occulter provisoirement ou sur une zone, un tronçon, de rendre opaque une vitre. Ça, c'est faisable, ça existe. Après, en France, c'est compliqué quand même. Voilà. Et peut-être, pour prolonger, par exemple, au niveau de la gêne sonore, est-ce que c'est des installations qui sont bruyantes? Est-ce que c'est des choses qui progressent? Alors, c'est pas que ça progresse, c'est que, enfin, ça a progressé, mais j'ai aujourd'hui au niveau du bruit, je vous invite à aller voir des appareils en ligne. Il n'y a pas de bruit. Alors, on avait peut-être dans le passé des bruits de vibration dans certains pylônes, mais qui n'étaient pas bien maîtrisés aujourd'hui. En urbain, vous n'avez pas de bruit quand vous êtes passager et quand vous êtes riverain. Les gares d'extrémité, qu'est-ce qui fait du bruit dans une gare? Ce sont les mécaniques ou le moteur. Le moteur, il peut être enterré ou il peut être aérien, il peut être capitonné. On a aujourd'hui des clients qui, dans le milieu de la neige, ont un restaurant juste à côté, une belle terrasse juste à côté des appareils. Toutes les mesures sonores qui sont faites révèlent que ce sont les gens qui font plus de bruit que les appareils. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a des normes de bruit qui sont de plus en plus exigeantes et pour les travailleurs et pour les exploitants. On trouve des solutions quand on n'est pas dans les critères. On trouve des solutions, on capitonne le moteur, on l'encapsule. C'est absolument pas un problème. Ou sinon, s'il est enterré, ce n'est absolument pas un problème. Voilà. Vous avez peu parlé des coûts, ou alors j'ai pas tout suivi, mais est-ce que vous avez des ratios sur les montants financiers en investissement, en fonctionnement? Est-ce que c'est un obstacle, le coût, est-ce que c'est un obstacle qui vous est présenté pour des fois refuser en fait le transport par câble? Alors, je vais contester, je ne sais pas la nature des montants qui ont été présentés tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais me jeter à l'eau. Alors là, je me jette à l'eau. Aujourd'hui, un franchissement de Loire, je pense qu'un franchissement d'un appareil qui ferait, on va dire, aux alentours d'1 kilomètre, sur un débit moyen, 3000, aux alentours de 3000 personnes en télécabine 10 places, on va être sur le coût de l'appareil en lui-même aux alentours des 10 millions. Hors taxe, je parle hors taxe, je suis désolé. Mais on va être aux alentours des 10 millions, à la fois sur le béton fonctionnel, sur le matériel, sur le chantier. On va dire en clé en main, on va être à peu près dans ces eaux-là. Alors après, chaque kilomètre supplémentaire va pas coûter 10 millions parce qu'après on rajoute des pylônes, on rajoute des cabines, mais les gares d'extrémité existent et ça c'est quand même un coût fixe. Donc on est à peu près là-dedans. Donc je dirais pour moi qu'un franchissement, fonctionnellement, ça coûte 10 millions. Après, ce que vous mettez autour, les bâtiments, l'intermodalité, il faudrait un garage. La nature du garage, si c'est un garage assez simple, ça ne coûte pas bien cher. Si c'est tout de suite une œuvre d'art, ça peut coûter beaucoup plus. Donc aujourd'hui, soyons clairs, c'est le montant que je vous annonce. Sur l'exploitation, c'est assez simple. On va dire que sur un appareil urbain qui fonctionne avec une amplitude horaire
on va dire, qui démarre à 6 heures, qui finit à 22 heures. On est à peu près sur un coût d'exploitation de 10% du montant annuel, de 10% annuellement du montant de l'investissement. Et ces 10%, ils se répartissent à peu près entre 5% la maintenance et 5% l'exploitation, c'est-à-dire le personnel et le courant, puisqu'on tourne au courant. Donc vous comptez à peu près 1 million par an d'exploitation sur un équipement comme ça. Et pour faire tourner un appareil comme ça sur une équipe, vous employez une équipe d'une quinzaine de personnes. Ça, c'est les gens qui exploitent, qui vendent les tickets et les gens qui réalisent la maintenance. Vous créez de l'emploi. Alors, dernière question. Dans les différents exemples que vous avez pu citer, est-ce qu'il y avait d'autres hypothèses qui étaient étudiées? Et voilà, est-ce qu'il y avait des alternatives comme ça vis-à-vis desquelles vous vous trouviez en concurrence? Alors c'est la question à laquelle je ne vais pas pouvoir bien répondre. Je suis désolé. Il aurait fallu que mes collègues de l'Export soient là et puis je n'ai pas eu leur réponse en temps et en heure. Donc aujourd'hui, par exemple, sur l'exemple de Nijni, clairement, Nijni, il n'y avait pas d'alternative. C'est un fleuve qui gèle. On est sur la Volga. Il est gelé l'hiver. Il coule en débâcle énorme au printemps. Et puis l'été, c'est un fleuve. Donc sur ce dossier-là, il n'y avait pas d'alternative. Yoshu, je ne peux pas vous répondre. On est là également dans un franchissement, je ne peux pas vous répondre. Et New York, l'élément existait auparavant. C'était un tramway aérien. Ils ont voulu reconduire ce principe-là de franchissement avec un téléphérique, c'est-à-dire en renforçant également la tenue au vent. Et à New York, on le voit tous les ans, c'est un critère important pour eux. Ouais. Donc je suis désolé, je ne peux pas vraiment répondre sur le sujet.